Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser les leviers de l'emprunt pour réaliser un investissement locatif qui va te permettre de générer des rentes en percevant des loyers. Alors, comme on a pu le voir dans certaines vidéos avec des dividendes ou des obligations, c'est une pensée un peu limitante de dire qu'on ne peut pas le faire. Parce qu'il n'y a pas de secret, c'est pas non plus une stratégie cachée. Il faut simplement faire des calculs avec sa situation donnée pour y arriver, tout simplement. L'inconnu qui en résulte pour toi, c'est que ça sera naturellement très dépendant de ce que tu peux actuellement mettre de côté tous les mois. On va voir donc que ça dépend significativement de ce montant et que dès quelques centaines d'euros par mois, c'est possible en investissement à minima sur le long terme pour se générer des rentes. Donc pour ça, dans cette vidéo, je vais décomposer les étapes clés pour qu'une personne, dans un exemple, puisse se créer sa première rente avec de l'immobilier locatif. Donc là, on va parler d'investissement locatif. Donc acheter un bien pour le louer, percevoir des loyers. Derrière, ce sera financé par un prêt. Donc la première étape, c'est de faire un point sur sa situation financière. Donc là, on va supposer que la personne ne peut pas le payer en cash, bien sûr. Donc on va notamment parler de concepts qui sont de la capacité d'épargne et d'emprunt, du coup, qui va derrière. Et je te le dis tout de suite, si tu n'arrives pas à mettre 1 euro de côté tous les mois, ça ne va pas être possible. Je dis que c'est accessible, etc. Mais voilà, il n'y a pas non plus de magie là-dedans. Il faut être capable de dégager au moins quelques centaines d'euros par mois pour pouvoir le faire. Donc si tu es dans le rouge, ta première priorité, c'est de gagner plus d'argent avant d'investir. Clairement, voilà, il n'y a pas de miracle là-dessus. Donc, la capacité d'investissement, donc la capacité d'épargne, elle est clé pour aller chercher donc un emprunt et investir en locatif sur le long terme. En exemple, pour montrer que c'est possible à quelqu'un qui gagne, allez, plus de 2000 euros plus de 2000 euros par mois. Donc, je pense que c'est un bon exemple, 2000 euros par mois, du coup avant impôt. Peut-être on va prendre un peu plus. Parce qu'en fait, un peu plus de 2000 euros, c'est quoi? Ça parlera quand même à pas mal de monde. On va dire que c'est un peu le premier seuil où tu peux commencer à investir sérieusement et ça concerne quand même pas mal de monde. On va pas prendre quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois parce que c'est trop facile, ça n'aurait pas d'intérêt, ça serait juste frustrant de faire une vidéo où il y a une personne qui gagne beaucoup d'argent. Parce que ça ne serait pas applicable à un maximum de monde. Donc alors si on prend, on va dire Théo, voilà, qui gagne 2500 euros net par mois. Théo, ça pourrait être un interne en médecine, qui sera en fin d'études, peut-être sa dernière année à ce niveau-là. On pourrait ici prendre, ce serait aussi le cas, quelqu'un qui gagne 2500, un apprenti avocat, donc qui sort d'études, c'est de longues années d'études. Ça pourrait être un juriste aussi, ça pourrait être un consultant débutant, donc juriste débutant, consultant débutant, à 23-24 ans, ou un ingénieur sorti d'école en 2023, donc j'ai regardé, ça gagne plus de 40 000 bruts. Donc en moyenne, c'est-à-dire que selon les postes, il y en a qui vont commencer à 50, d'autres à 45, d'autres à 38, 37 aussi. Mais voilà, on va prendre 40 000, ça fait à peu près 2500 euros. On va supposer, pour ce type de tarif, que la personne, Théo, donc, vit en banlieue parisienne, disons banlieue sud. On va prendre un exemple un peu concret. Donc, Théo qui gagne 2500 euros net avant impôt. En termes d'impôt, si on va sur le simulateur, tu sais que tu as un simulateur en ligne pour simuler ton impôt, tu rentres ta date de naissance et le montant net imposable par an. Là, pour 2500, si on multiplie par 12, on saisit ça, on arrive à 1760 euros par an d'impôt. Donc 1760 euros par an, c'est ce que prend l'État en impôt sur le revenu. Derrière, si on le mensualise, ça fait 147 euros. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? On va essayer de décomposer sur son salaire tout ce qu'il doit payer pour voir combien il reste à la fin. C'est comme ça qu'on calcule une capacité d'épargne. C'est comme ça que la banque, après, va faire ses calculs et te dire combien elle peut te prêter. Donc c'est pour ça que c'est assez important pour planifier, de pouvoir investir, de faire ce petit bilan. Là, donc net après impôt, il sera à 2350, 2300 et quelques. Alors j'ai parlé de banlieue sud de Paris. Alors si on regarde la carte des prix pour la location, on va prendre un truc à peu près cohérent. Donc là, je vais sur un site qui est assez connu, Meilleurs Agents, pour voir ça. Allez, on va dire qu'il vient Issy-les-Moulineaux ou Malakoff. Par exemple, voilà, dans un 35 mètres carrés. Voilà, il est seul, il
il est célibataire, il est sorti d'école ou il commence à travailler à Paris, donc il habite en banlieue parisienne. Si on regarde les prêts à la location pour un appartement, ici on a 21 euros le mètre carré, ça ferait 735 euros de loyer mensuel du coup pour un 35 mètres carrés. On va ajouter 65 euros de charge mensuelle pour tout ce qui est chauffage, électricité, etc. Sachant que voilà, 65 euros par mois, ça paraît fait parce que c'est une petite surface. Hein. Donc voilà, si tu vis dans un 80 mètres carrés ou plus, c'est normal que ce soit pas si cher. Et voilà, si tu vis dans ce type de taille, tu es habitué je pense, à ce type de métrique. Donc là, on peut arriver à 800 euros total de budget pour se loger. Ça reste pas cher, hein, mais du coup, la personne n'est pas à Paris. Pour faire un exemple à peu près réaliste. Alors, pour calculer ce qui lui reste après, on va prendre un coût de transport à 100 euros par mois. On va faire un budget global pour simplifier, parce qu'on va pas non plus tout citer. Donc, pour des sorties, des restaurants, de la nourriture et autres dépenses, on va prendre 1000 euros par mois. Voilà, je pense 1000 euros, ça me paraît cohérent. Alors, si on retranche tout ça, c'est 2350 euros net après impôt. On a 800 euros de logement, 100 de transport, 1000 de dépenses. Ça nous fait un reste de capacité d'épargne de 450 euros. Donc là, le raisonnement ici, c'est ça, c'est un jeune actif qui fait des études, qui est à Paris, qui travaille à Paris, qui pourrait faire tu pourrais faire la même étude avec ton cas. Hein. Par exemple, imagine des plus expérimentés, même quelqu'un qui a une autre activité, qui gagne un revenu similaire. Ça pourrait être le cas d'un artisan, d'un plombier, d'un boulanger. Voilà, tout est une question de niveau d'expérience. Le plus important, c'est pas l'âge ou l'activité, hein, c'est ce que tu peux mettre concrètement derrière. Donc la logique, c'est de prendre une personne qui arrive à mettre plusieurs centaines d'euros par mois de côté. Et je pense que c'est accessible quand même à pas mal de monde. Donc c'est ça l'intérêt. Donc ça, c'était l'étape numéro 1. Pour tout investissement, il faut être capable de savoir si on ne se met pas dans le rouge avant. D'avoir une bonne estimation de ce que tu veux mettre de côté. Donc là, voilà, on est arrivé à la première étape. Maintenant, on va faire la deuxième étape. C'est de calculer sa capacité d'emprunt total. Ça, c'est assez intéressant. Ça peut te permettre de voir un effort que tu fais tous les mois. Qu'est-ce que ça représente en termes de montant sur 20 ans? En supposant que la banque te prête à un certain taux d'intérêt, qu'on va voir, hein, ils sont un peu élevés en ce moment. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant comme concept. Ça veut dire en gros, quand tu fais quand ces centaines d'euros-là, elles veulent dire quelque chose que tu construis sur le long terme. C'est pour ça que l'étape 2, elle est ultra importante. Et en gros, qu'est-ce que va faire Théo? C'est qu'il va se créer une rente en achetant un bien immobilier. Donc on va voir, ça va être plutôt une petite taille, hein, parce qu'avec 450 euros, on va pas non plus... Tout est relatif, hein, ça va lui permettre de faire quelque chose de bien à son niveau. On va pas cracher dessus, c'est sûr. Et toucher donc des loyers concrètement d'un appartement qui va lui permettre de rembourser une partie de son prêt. Et à terme, quand il a remboursé, ce qu'il espère, c'est que ça va lui faire une rente. Donc on va voir ça. Alors comment on calcule la capacité d'emprunt? Donc là, on va prendre 450 euros par mois sur 20 ans avec un taux bancaire à 3,70 et un taux d'assurance à 0,13. Moi, j'ai des petits outils sur guistan.com si tu veux aller calculer tout ça pour toi. Donc voilà, donc alors 3,70, on est d'accord, hein, c'est pas des taux à 1%. Donc ça fait une capacité d'emprunt à Théo, 450 euros par mois sur 20 ans. Avec ces taux, ça fait 75 000 euros de capacité d'emprunt, avec un coût du crédit qui est quand même assez élevé, hein, qui est à 35 000 euros. Donc clairement, là, c'est pas des taux à 1%, la note est plus salée. Donc voilà, ce qui est plus important à retenir, c'est pas le... Voilà, il y a un coût d'entrée pour devenir propriétaire, mais il ne faut pas non plus que ça freine, parce que, en fait, si tu n'as pas l'argent, aujourd'hui, tu es comme la plupart des gens, il ne faut pas non plus rêver, c'est un coût un peu... c'est un coût d'entrée, en fait. Et sur le long terme, je vois pas de scénario où il ne faut pas prendre ce coup d'entrée. Voilà, après, il y a des moyens d'aller récupérer de l'argent à droite à gauche, hein, en négociant les prix notamment, en évitant les frais d'agence, en allant directement sur le bon coin, demander à des particuliers en direct, et il y a d'autres sites qui permettent de faire ça. Donc voilà, on va voir qu'il y a des stratégies. Alors, la stratégie de Théo, ça va être aussi d'optimiser ses temps de déplacement, parce que gérer une location, ça prend un peu de temps aussi, hein, pour faire rentrer le locataire, etc. Donc il va rechercher dans une zone qui n'est pas très loin. Alors le problème, c'est comme il est dans le sud de Paris, ça coûte quand même cher. Il n'a pas un budget énorme, hein, 75 000 euros. Tu vas pas t'acheter un 100 mètres carrés à Paris, hein, faut pas rêver.
Par contre, un studio, disons 18 mètres carrés, à Bagneux par exemple, c'est une ville qui est pas à la frontière de Paris, qui est un peu plus loin. Il y a d'autres villes, il y a les villes juives, il y a différentes. T'as Cachan, il y a même un peu plus loin, t'as Sceaux, t'as Châtenay-Malabry, il y a pas mal d'endroits où c'est aussi possible de faire des investissements locatifs. Et voilà, donc là il se retranche sur une zone où il a un pouvoir d'achat suffisamment d'investissement, de capacité à s'endetter pour acheter un bien immobilier qui va lui permettre d'acheter un studio. Donc ça fait une opportunité d'investissement à Bagneux. Alors c'est cool parce que la demande, elle est là, parce que c'est pas loin de Paris. Parce que la demande, comment on estime une demande sur un marché, tu peux aller voir sur Le Bon Coin déjà à combien la concurrence loue ses biens immobiliers, loue son studio. Et aussi tu peux regarder tout simplement les transports. Il y a une station, je crois, qui s'est construite, voilà, il y a une station de métro qui s'est construite à Bagneux, ça c'est cool. Donc il y a une personne qui va pouvoir travailler si elle vit là, il y a des commerces, il y a tout ce qu'ils font. On voit que l'emplacement, il est plutôt bon. Donc son budget lui permet d'acheter 18 mètres carrés. Et il pourrait louer ce studio, on voit vraiment les prix d'entrée, c'est 320 € par mois hors charge. Ce qui lui permet quand même de prendre une bonne partie, plus de 70% de la mensualité théorique de 450 € de son prêt. C'est-à-dire que le loyer qu'il toucherait, il pourrait payer 70%. Alors c'est pas mal, hein, tu me dirais, tu pourrais mettre plus cher, etc. Mais là, on va prendre un cas un peu de base. Hein, on va pas chercher à suroptimiser. On verra à la fin comment on peut optimiser tout ça. Mais là, l'esprit, c'est de montrer la mécanique. Donc là, il a un loyer estimé de 320 € qui rembourserait 70% de la mensualité de 450 € que la banque lui prélèverait tous les mois avec son prêt. Alors, oui, c'est petit. Ça montre à quel point, dans cet exemple, les prix à Paris, au final, quand on y réfléchit, proche banlieue, c'est quand même encore là, décorrélé complètement du pouvoir réel d'achat d'un investisseur immobilier qui souhaite se financer avec un prêt. Au passage, si tu regardes sur 25 ans, donc allez, vers l'an 2000, la capacité d'emprunt à Paris, c'était pour une personne seule qui travaille, parfois, et à cette époque, c'était souvent une personne qui travaillait dans le couple, donc un seul salaire. Pour une famille, ça permettait d'acheter sur 20 ans, en mètres carrés, plus de 60 mètres carrés, en termes de capacité d'emprunt, pour un niveau de revenu équivalent en proportion, hein, donc en gagnant moins que ce que la personne gagne aujourd'hui. Donc ça te montre en fait que le pouvoir d'acheter du mètre carré avec un prêt, il a quand même bien diminué ces dernières années, parce qu'il y a une envolée des prix au mètre carré. On va voir après des petites méthodes pour aller voir ailleurs, tout simplement, et comment évaluer un peu ces ratios. On verra ça au long de la vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, l'accès à la propriété. On le voit avec les chiffres, les statistiques, les primo-accédants avant 30 ans sont très rares. Et ça, c'est encore pire en 2022-2023, depuis que les taux ont monté. Les banques prêtent encore moins aux jeunes qui ont moins de capacité d'emprunt, et aussi il n'y a pas non plus 10 000 possibilités. Là on voit 18 mètres carrés, à un moment tu vas pas acheter 2 mètres carrés, ça n'a pas de sens et tu peux pas le louer de toute façon. Je crois que c'est limité à 9 mètres carrés à la location. Dites-moi en commentaire hein, si c'est ça, hein. Ça se trouve tu peux le louer à 8 mètres, je sais pas, à voir. Donc voilà, cela dit, faut pas baisser les bras non plus, hein, parce que 18 mètres carrés en investissement locatif, ça peut paraître petit joueur, mais au fond c'est déjà mieux que juste de se plaindre que voilà, l'État, les prix de l'immobilier, l'État nous tombe, les prix immobiliers sont trop chers, etc. Les boomers, c'est les derniers à avoir une retraite, il n'y aura plus rien après, ce sera un simulacre, etc. On peut rester dans cet état d'esprit, mais là on n'avancerait pas. Il faut se dire, voilà, c'est des faits, c'est comme ça. Nous, on a d'autres opportunités aussi sur notre génération. Il ne faut pas juste se concentrer sur les problèmes. Il faut essayer vraiment de trouver des solutions. Là, dans cette vidéo, c'est ce je t'essaye de te montrer. C'est ok, ça fait pas vendeur, je te fais pas une vidéo, tu vas devenir millionnaire avec l'investissement locatif. Je te montre pragmatiquement que c'est possible. T'achètes. Une personne, la Théo, achèterait un studio à 18 mètres carrés à Bagneux, à 3 900 € du mètre carré. Donc, je crois que le minimum c'est 3 500. Donc voilà, je prends quand même plus que le minimum. Donc c'est pas un truc ultra frais qu'il va acheter, hein. Il y a un potentiel de travaux. Donc tu ajoutes les frais de notaire, entre 7 et 9%, donc ça c'est les taxes qui vont à l'État. Et des travaux de rafraîchissement, il faut quand même refaire un peu la peinture. Là pour son budget on fait un truc limite. Donc il va le louer à 320 alors que le top du marché c'est 550 ou voire plus.
Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire non plus 10 000 euros de travaux à ce niveau-là. Tu fais un petit coup de rafraîchissement à 1 000 euros, voire tu achètes toi-même la peinture, tu le fais toi-même, c'est encore mieux. Ça lui fait un budget total à la banque de 80 000. Voilà, pour un 18 mètres carrés à Bagneux. Le problème, c'est que 80 000, la banque ne lui prête pas. Et surtout, la banque, elle ne lui prête pas sans apport aujourd'hui. Parce qu'en 2019, tu pouvais avoir un 110%, c'est-à-dire qu'en plus, il te finançait les frais de notaire. Moi, j'ai acheté d'ailleurs en 2018. Et oui, c'était possible d'avoir un 110%. Aujourd'hui, voilà, faut faire 100. La banque va te demander 10% à minima. Donc sa banque, elle fait « Ok, c'est très bien Théo, mais même si on prend en compte une partie de tes revenus locatifs futurs, je pense que tu arriveras à se louer bien, hein, et la banque est d'accord avec toi. Mais par contre, pour ton profil, voilà, elle va te demander, avec les conditions de marché, avec ce que lui demande l'autorité, la haute autorité, le haut conseil de l'immobilier qui se réunit quelques fois par an pour déterminer ces critères-là, 80% des dossiers, ils vont pas transiger, hein. Ils vont te demander un apport conséquent. Et 10%, voilà, pour ce type d'investissement, ça paraît cohérent en 2023. Alors, on va supposer que Théo, il n'a pas non plus zéro, on va dire qu'il a 2 000 euros d'économie. Alors, s'il décide de mettre ses 450 euros par mois de côté pendant un an, et un mois et quelques, il peut arriver à la somme de 8 000 euros de côté, ce qui fait 10%. Donc voilà, quand il commence à y réfléchir, Théo, il se dit, zut, il manque 6 000 euros pour arriver à 8 000 parce qu'il a 2 000. Donc là, il commence à faire un plan d'épargne. Parce que oui, il y a beaucoup de gens, ils vont se lancer en immobilier, ils vont pas acheter comme ça. C'est ça aussi la réalité. C'est qu'il faut être capable aussi de se dire, voilà, il y a un plan. Tout n'est pas tout de suite immédiat. Je sais qu'on est dans une société où de consommation, on a l'impression, voilà, on regarde un short, on peut devenir millionnaire ou gagner 5 000 balles par mois avec l'immobilier locatif. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça prend du temps, ce genre de choses. Et c'est comme quand tu vas apprendre des compétences clés, quoi. Ça prend du temps, faut apprendre des choses, faut se former. Tu viens pas du jour au lendemain ingénieur, médecin, kiné, hein. Voilà, ça prend du temps. Théo peut aussi diminuer ses dépenses. Parce que s'il économise 100 euros de plus par mois, il pourra aussi y arriver plus rapidement. Voilà, après là, on va prendre l'hypothèse qu'il reste avec, il dépense 1 000 euros par mois, et que ça lui prend une année, et voire même, voilà, il pourrait ne pas partir en vacances pendant 1 ou 2 ans, pour se dire, je parie sur mon avenir et je prendrai les plus belles vacances après. Ça peut être aussi une stratégie. Je conçois complètement, hein. Moi, j'ai fait ça aussi au début, hein. Je préférais mettre plus de côté, pas partir en vacances, etc. Voilà, après, la vie, voilà, chacun fait comme il veut, hein. Il n'y a pas de jugement. Je ne dis pas que c'est la bonne solution de se restreindre, mais ça peut permettre à construire plus facilement du patrimoine, tout simplement. Donc, en un an, Théo, il est conscient qu'il y a un risque d'inflation, rien que sur ses travaux. Bon, après, si c'est juste un coup de peinture, bon, c'est pas ce qui va le ruiner, l'inflation sur la peinture. Par contre, ce qui peut lui faire dépasser son budget, ce serait une augmentation du prix de l'immobilier. Et oui, ça monte encore, c'est pas terrible. Peut-être qu'il faudra qu'il économise encore plus de temps. Après, il y a aussi les taux, parce que plus ils augmentent, plus le coût de l'emprunt augmente. Parce que si on y passe de 3, je dis quoi, 3.7, 3.8, imagine ça passe à 4.8, faut sortir 12 000 balles de plus, hein. Donc ouais, c'est pas aussi simple de se dire on attend, il y a aussi l'incertitude. Après, dans ce contexte de marché, bon là je rajoute une petite analyse que Théo pourra avoir, hein. Il pourra regarder une vidéo sur comment pour évaluer les prix de l'immobilier et se dire voilà, les taux sont en train de monter, généralement ça fait une pression à la baisse sur les prix de l'immobilier. Et si tu trouves un vendeur qui est pressé, en plus, tu peux avoir une potentialité de négociation à aller de 20%. Ça peut être quelque chose qui se fait. Et à Bagneux, peut-être 10%, c'est peut-être quelque chose qui joue parce que le marché est un peu plus tendu. Donc 20%, c'est peut-être pas évident à voir. Donc voilà, un an plus tard, Théo, on va supposer qu'il a économisé ses 6 000 euros. Avec ses 2 000, ça fait 8 000. Et que les prix se sont maintenus, que les taux aussi, pour simplifier. Ça pourrait être l'un plus bas, l'un plus haut, etc. Des choses qui se compensent, ça pourrait être différents scénarios. Mais voilà, on fait cette hypothèse-là. C'est quelque chose de simple. Donc Théo, maintenant, à la banque, il a un dossier qui est plus solide qu'avant. La banque est OK pour lui prêter pour son projet total de 80 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'il mettrait 8 000, la banque financerait le reste. Donc Théo, là, il peut se permettre d'aller visiter des biens, de faire des offres. Et au final, allez, il y a une offre qui est finalement acceptée, il y a un vendeur qui lui vend un studio à 18 mètres carrés. Donc là, ça a déjà pris à Théo 1 an d'économie et de réflexion.
Et il y a encore 6 mois à attendre. Parce que la durée classique, 4 à 6 mois, entre la signature d'une promesse d'achat ou compromis de vente. Donc au total, avant d'aller signer chez le notaire, le jour où tu signes que tu deviens propriétaire, en général, voilà, 1 an et demi, ça paraît de remettre un peu d'argent de côté et de s'y mettre, ça paraît quelque chose qui est cohérent. Donc 1 an et demi après avoir pris cette décision, hop, il rentre dans 20 ans de crédit, de location. Voilà comment on peut voir la situation. Donc il a les clés maintenant de son petit studio. Il lance ses petits travaux de rafraîchissement aussi. Ça ne met pas très longtemps, il n'y a pas de démolition à faire, donc il n'y a pas à casser des murs, à changer la cuisine, etc. Là, il fait juste un petit coup de rafraîchissement de peinture pour que ça sente le nœud, que ça ait l'air, voilà, ça soit rafraîchi. Il met le bien en location, c'est dans la fourchette basse à 320 €. Il va trouver rapidement un locataire. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc sur 20 ans, à Théo, ça lui permet d'espérer, aussi avec l'augmentation des loyers, le remboursement de son crédit, ça peut lui espérer concrètement d'ici 20 ans de générer une rente nette de 300 €. Alors tu me diras, ouais, 20 ans plus 1 an et demi, 21 ans et demi, tout ça pour et gérer peut-être les entrées-sorties des locataires. Alors un studio, ça peut rester 2-3 ans peut-être par locataire à chaque fois. Imaginons que la personne fait des études, travaille un peu, voilà. Donc allez, il y a un peu de gestion et seulement 300 € par mois. Mais quand on y réfléchit, c'est là je t'ai fait un cas assez simple. Et puis c'est pas si mal. C'est pas si mal dans ces conditions. Donc il faut aussi être capable de reconnaître la valeur qui peut se créer pour son futur. Et à côté, il pourrait très bien faire ça aussi avec sa résidence principale. Et en fait, une fois que tu as remboursé les deux, tu arrives à 43 ans, 45 ans. Tu peux peut-être empiler sur un autre et te faire encore plus. Voilà. Il y a 2 stratégies possibles pour compléter ça. Parce que là, le but, c'était de présenter un cas qui paraît accessible, voilà ce que ça donne dans les grandes lignes. Maintenant, si on veut être un peu plus agressif, on pourrait carrément aller rénover les studios. Faire un peu plus du haut de gamme pour aller chercher les loyers à 550 € le mètre carré. Parce que le plus cher, ça a été d'acheter les murs. Mais après, dedans, c'est ça qui est pricé par les locataires, avec l'emplacement bien sûr. Faut pas non plus acheter un truc, achète pas quelque chose dans une cité où personne ne veut aller. C'est, voilà, il a choisi un bon emplacement, pas loin du métro, voilà, à 10 minutes du métro, etc. Faire du haut de gamme, ça exigerait par exemple 10 000 € d'investissement. Pour des travaux, du coup peut-être arranger la cuisine, casser un placard, arranger un peu le tout pour que ça soit plus attractif, ça fasse de belles photos, que le locataire il se sente bien et que tu as une plus grosse compétition sur ce type de bien plus sympa et de pouvoir louer sur ce marché à 550 €. Alors, donc Théo il ferait quoi? Là il ferait des économies, alors il ferait rentrer son premier locataire à 320, il ferait des économies jusqu'à atteindre voire quitte à ce qui va se restreindre ou pas, peut-être pas, quoi, là, c'est à lui de choisir. Il pourrait économiser 10 000 € pour faire des travaux, voire en faire une partie lui-même, ou pas. Et ça pourrait clairement en fait lui permettre d'atteindre une meilleure rentabilité, 150 € par mois, et ce qui pourrait clairement augmenter ses rentes sur 20 ans. Et en fait, dès qu'on prévoit à long terme, moi ce que je conseille, c'est vraiment d'élever le niveau du locatif. Et ça, si tu en as fait dans le passé et que tu n'as pas rénové, je te conseille vraiment, c'est le moment où il y a un vide, d'anticiper ce moment où il y aura un vide, de mettre un peu de cash de côté et de faire tes calculs. Regarde là combien des biens combien sont loués sur le marché des biens un peu plus qualitatifs et de voir est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de rénover. Souvent, c'est sur le long terme, en tout cas, ça me paraît être la bonne chose à faire pour augmenter sa rentabilité. Donc voilà, avec cet exemple plutôt réaliste avec Théo, on a vu que générer des rentes, c'est possible. Alors ça prend du temps, ça prend l'énergie, de l'argent à investir. Ça prend des années, 20 ans. Le tout, l'objectif, c'est de profiter plus tard, dans de meilleures conditions financières. Voilà, c'est un choix à faire. Et pour aller plus loin, avec un budget plus important, c'est aussi possible d'acheter de plus grandes surfaces dans des villes qui sont plus rentables que Paris et la banlieue. Parce que là, on a pris Paris et la banlieue. Parce que j'ai voulu prendre quelqu'un qui gagne tant, mais en gagnant moins, en allant dans d'autres villes, c'est possible de faire mieux. Parce que le ratio à optimiser, si on y réfléchit, c'est l'investissement locatif. C'est tout simplement
le prix au mètre carré de la location, 20, 30, 15, sur le prix de l'achat au mètre carré, 3, 4, 6, 10 000 pour Paris, etc. Bon, à Paris, par exemple, c'est pas terrible, c'est le pire en France pour le locatif. C'est simple. Pourquoi? Parce que les loyers sont encadrés, donc tu es à 30 euros par mètre carré à location à Paris. Par rapport aux 10 000 euros à l'achat qu'il faut par mètre carré, voire dans certains arrondissements 18 000, dans le 7e, etc., c'est pas rentable. C'est pas rentable? C'est une rentabilité. Il ne faut pas dire que c'est pas rentable, c'est moins rentable qu'ailleurs. Il y a une autre conception à faire en termes d'évolution du prix aussi. Donc ça fera un ratio de 0,30%. Tu fais 30 divisé par 10 000, ça fait 0,30%. Tu regardes Nantes par exemple, ça fait du 14 euros au mètre carré à location, sur 3 800 euros à l'achat. Voilà, là je regarde sur meilleurs agents, il y a quelques indicateurs comme ça fait du 0,37%. On est un peu mieux déjà. On est plus de 10% mieux. 10%, on a juste changé de ville, hein. 10%. Et c'est moins cher en termes de budget pour acheter. C'est-à-dire que Théo, mais d'acheter à Paris, il dirait voilà, alors si je fais des allers-retours à Nantes, etc., bon, il faut prendre en compte le coût de l'aller-retour, etc. Mais tu vois l'idée, il y a moyen de faire mieux. Tu vois Marseille, c'est encore mieux. On est à 16 euros la location au mètre carré et 3700 euros l'achat. Imagine, tu achètes à 3700 à l'achat, donc ça c'est le prix moyen. Tu rénoves, tu prends un truc quand même bien placé, il y a un métro, il y a un tram, il y a ce qu'il faut, des bus pour se bien desservi. Tu fais du haut de gamme, c'est relatif, hein. Tu mets pas non plus de l'or dans ton bien locatif, mais tu fais quelque chose qui est joli, qui est agréable, où tu auras envie d'y vivre, quoi. Tu laisses pas la pauvre cuisinière d'étudiant, quoi. Tu n'arriveras pas à mettre un jeune actif là-dedans. Donc voilà, ça dépend quel profil tu vas attirer. Et là, on passerait par exemple à Marseille, 16 euros sur 3700 à 0,43%. Par rapport au 0,30% de Paris, là, on est quasiment à plus 50% de renta. Voilà, donc tu vois, c'est un indicateur, c'est simple. Après, c'est pas vraiment comparable comme ça, hein. C'est un indicateur, hein. Ça fait pas non plus, ça veut pas dire que c'est la meilleure ville, etc. C'est pas ce que j'ai dit. Ça te donne juste une indication sur l'équilibre entre les prix à l'achat d'un bien de surface en mètre carré et les prix à la location. Et bien sûr, selon la niche que tu choisis, un studio, du co-living, un immeuble de rapport, du haut de gamme, du Airbnb, c'est pas du tout les mêmes ratios. C'est pas le même taux de remplissage aussi. Quand tu fais du meublé, c'est pas le même taux de remplissage que quand tu fais de la location nue. Quand tu fais de la coloc, c'est pas du tout le même taux de remplissage. Quand tu fais de la coloc avec des étudiants, faut t'attendre que tu aies 2 mois dans l'os, hein, dans l'année. Et voir, il y en a qui partent pour des semestres, etc. Donc c'est pas juste tu remplis toujours à 100%, c'est faux, ça arrive pas. Tu as toujours des mois creux. Et surtout, le plus important, c'est l'emplacement. Donc les biens à côté d'emplacements stratégiques, là où les gens ils peuvent aller au travail, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait transport, faut qu'il y ait le travail à côté. Là oui, tu vas attirer des gens qui gagnent de l'argent et qui vont pouvoir payer ton loyer. T'achètes dans des villes comme Saint-Étienne, là c'est plus compliqué par exemple, hein. Il y a quelques écoles, mais sinon ton activité c'est pas Nice, c'est pas Marseille, c'est pas Bordeaux, c'est pas Montpellier, c'est pas Nantes, hein. Voilà, après il y a des plus petites villes, hein. J'ai sûrement des trucs à faire à Béziers, à Roubaix, voilà. Et regarde, si t'es intéressé, regarde ce qui est possible de faire. Et si t'habites pas dans la même ville, tu peux regarder le temps que ça te mettrait aussi pour faire ce type d'investissement. Parce que, imagine, si tu vis à Paris ou dans une grande ville où tu dis, oh, c'est trop cher ici. Regarde ce que tu peux faire ailleurs. Regarde, quitte à prendre une ville que tu trouves sympa aussi. C'est toujours pas mal. Donc voilà, le risque numéro 1 dans ce type d'investissement locatif, je vais quand même le rappeler, c'est de ne pas remplir. C'est un risque. C'est-à-dire que tu te plantes, tu vois des annonces sur le bon coin, tu dis ah tiens je peux louer à ce prix-là, mais en fait tu te rends pas compte que les annonces elles sont là. C'est parce que les gens ils n'arrivent pas à louer. Donc qu'est-ce que tu risques si tu te plantes, c'est quoi le scénario? Alors déjà tu pourrais te planter sur les travaux et tout, il y a différentes problématiques, mais moi je ne vais pas faire une vidéo, ça va être trop long sinon. Et ça serait de regarder est-ce que tu as des annonces qui partent à certains prix. C'est-à-dire que tu regardes sur une semaine, un dimanche, tu notes les annonces où tu as envie de faire à peu près pareil, et tu regardes est-ce que la semaine prochaine elles sont toujours là, est-ce que dans 2 semaines elles sont toujours là. Voilà, c'est pas un bon indicateur si tu as des annonces, elles sont là depuis 3 mois, c'est-à-dire que ça loue pas, et c'est-à-dire que c'est pas le bon prix.
peut-être pas la bonne période, peut-être qu'il y a des saisonnalités, voilà, tout ça, c'est à regarder, bien faire ses propres calculs, et c'est pour ça que c'est important de faire ses propres calculs et que j'ai fait des outils sur Guistamp.com. Tu as un premier outil basique, propriétaire vs locataire. Est-ce que c'est plus intéressant d'être locataire sur 2 ans ou d'être propriétaire sur un temps court? Parce que sur un temps long, on ne va pas se le cacher, c'est à partir de 3 ans dans la plupart des endroits et 7 ans aller à Paris, vaut mieux être propriétaire d'entrée. Voilà, et ça c'est un petit outil qui peut te permettre, voilà, si tu je sais pas, t'essayes, tu vas bosser dans un job, je sais pas, à Bordeaux, tu vas essayer 2 ans, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas? La question se pose. Tu pourras utiliser ces petits outils pour savoir. Tu peux aussi faire des simulations, c'est un outil gratuit, sur le coût de l'emprunt. Voilà, ça peut te permettre de faire 2-3 calculs. Et voilà, j'ai un deuxième outil aussi, payant celui-ci, plus avancé, qui permet de simuler un projet d'investissement en immobilier locatif. Alors c'est un outil assez complet et c'est une version améliorée de ce que j'ai utilisé pour mes propres investissements locatifs. Là j'ai 5 chambres actuellement en location. Et je me suis fait pas mal de petits fichiers pour avant d'acheter, pendant la gestion, etc. Donc là, c'est un fichier là que j'ai refait là pour te le mettre à disposition, qui est complet, il y a tout dedans. Et ça permet d'avoir une bonne idée de comment est ta structure de cash flow, de rentabilité. Donc cash flow, c'est ce qui arrive à la fin du mois pour toi, en prenant vraiment tout en compte. Donc, pour être sûr d'en oublier. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo et si tu arrives jusqu'à là, c'est que tu as aimé. Donc mets un like s'il te plaît, ça aide beaucoup cette chaîne. Abonne-toi, partage cette vidéo, ça aide énormément l'algorithme. Tu mets un commentaire, un like, voilà, tu revois certains passages, etc. Tu la partages, ça aide énormément l'algorithme. YouTube, il mettra plus en avant la vidéo, ça aidera du coup plus de personnes. Moi, je serai content aussi. Voilà. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.